et messieurs, je suis heureux d'être parmi vous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à cet atelier. J'avoue que ma compréhension a été très limitée du sujet à traiter et que je résume un peu de la manière suivante. Qu'apporte le REC plus dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. C'est comme ça que j'ai compris, parce que c'était formulé en anglais, en français de manière très complexe, bon, ça veut pas ajouter une idée. J'ai un politique, les techniciens savent ce qu'ils veulent, et je vais essayer de vous dire ce que je pense de tout ça. Bon, je voudrais rappeler quand même que nous ne sommes pas dans un monde qui part de rien en matière de gestion des forêts. On ne part pas de zéro. Vous pensez qu'il faut lancer des processus qui vont nous permettre demain de sauver les forêts et de sauver la planète. C'est peut-être le climat, la préoccupation du climat qui nous a fait naître une telle idée. Mais je voudrais rappeler que les programmes d'action forestière tropicaux, comme l'objectif de l'Organisation internationale des bois tropicaux 2000, où il était question qu'à l'an 2000 ne soit mis sur le marché que les bois provenant des forêts aménagées, c'est-à-dire les concessions disposant de plans d'aménagement, donc provenant des coupes légales. Parce que quand il y a un plan d'aménagement, la légalité prévaut, donc les forêts produisent du bois qui peut légitimement être consommé. Puis en 2002, lorsqu'on a fait l'analyse et le bilan de l'objectif OIBT 2000, on s'est rendu compte qu'il n'y avait à peine que 3% des forêts qui avaient été aménagées. Échec. Échec parce qu'on n'avait jamais, en donnant cet objectif, en le définissant, donné la feuille de route et surtout la méthodologie qu'il fallait appliquer pour gérer durablement les forêts tropicales. On a laissé à chacun, comme dans une salle de classe, le soin de disserter sur et d'agir sur la question. Et à la fin, on a obtenu globalement un 0. Et maintenant, on a voulu insister pour que l'on impose à partir du marché que les bois qui viendraient sur certains marchés ne proviennent que de coupes légales. Et aujourd'hui, donc depuis 2003, on a lancé le FLECT, donc l'application des lois, la transparence et le commerce légal des bois sur les marchés. Tout ça, c'est encore une autre initiative, justement pour contraindre les uns et les autres à travailler dans cette légalité. Mais la légalité ne suffit pas parce que on reste toujours dans le cadre d'une méthodologie qui n'est pas complète, qui n'est pas partagée, qui n'est pas définie d'avance et permettre aux gens de pouvoir faire des évaluations au fur et à mesure. Et il n'y a pas une école pour apprendre à tout le monde à faire la même chose. Voilà les inégalités qui commencent à s'engendrer. Alors, en Afrique centrale, comme je le disais hier, les pays ont compris que la forêt, dans la situation que l'on connaissait, était une ressource renouvelable, mais malheureusement, la manière de l'exploiter, de la gérer, conduisait inévitablement à une impasse, à l'épuisement de la ressource. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les chefs d'État d'Afrique centrale ont décidé de se mettre ensemble, de se concerter, de se consulter et de dire
et de travailler dans l'esprit où la forêt va être renouvelée et permettre de générer des activités économiques et sociales de manière durable. Et ils ont assis leur décision sur l'aménagement forestier durable, c'est-à-dire disposer des forêts aménagées et possédant des plans d'aménagement, qui, eux, sont assis sur des études écologiques, des études économiques et sociales approfondies sur la base des inventaires multi-ressources pour définir avec exactitude ce que comporte un territoire forestier avant de décider de l'utilisation de l'ensemble des produits conjuncturels. Donc, les différentes séries, que ce soit la série de production, la série économique ou socio-économique, la série de protection, de conservation, tout cela résulte d'un plan d'aménagement bien élaboré et qui permet de définir les rotations dans l'exploitation forestière. Ces rotations en Afrique centrale vont entre 20 et 40 ans en fonction de la qualité de la forêt. Donc l'exploitant est tenu de respecter scrupuleusement les prescriptions de son cahier de charge, donc de son plan d'aménagement, pour mener des activités durables. 20 ans, 40 ans après, on peut revenir sur les premières surfaces exploitées et on trouve une forêt renouvelée et exploitable. La réalité est celle-là. Il y a 50 millions d'hectares de forêts attribuées à l'exploitation forestière en Afrique centrale. Sur cette forêt, plutôt sur les 50 millions d'hectares, il y a déjà 20 millions, un peu plus de 20 millions d'hectares aménagés. C'est un bon objectif. Et sur les 20 millions d'hectares, il y a 5 millions d'hectares certifiés, FSC. Si on ajoute d'autres certificats, on est au double. Et l'avantage d'une forêt aménagée, d'une forêt certifiée, c'est que l'exploitant s'oblige à respecter les règles de durabilité. Donc, de l'égalité également. La légalité est stricte, sinon le certificat est retiré. Il dure 5 ans, renouvelable, après des évaluations progressives. Et dans ce cadre d'une forêt certifiée, d'une forêt aménagée, on crée le fonds de développement local géré par les populations elles-mêmes pour financer des projets qu'elles décident de promouvoir. Puis, dans l'ensemble, il faut reconnaître que la forêt appartient à l'État. Peut-être qu'ailleurs, c'est autrement. C'est donc l'État qui gère la forêt, qui établit les règles d'exploitation, bien sûr en consultation parfois avec le secteur privé, la société civile et les représentants des populations, pour connaître les règles de base, y compris l'élaboration et l'adoption des lois, des règlements, et ainsi de suite. Tout cela se fait dans une certaine consultation. Et les revenus tirés par le gouvernement de l'exploitation de la ressource forestière vont au trésor. Donc ce n'est pas distribué directement aux populations, mais ça va au trésor. Et c'est les ressources du trésor, quelles qu'en soient les sources, ces ressources servent donc à financer l'État, le fonctionnement de l'État, les investissements qu'il faut, qu'ils soient directs ou sociaux, les écoles, les dispensaires, et tout ce qui est lié à la vie sur l'ensemble du pays, y compris dans l'interland, est financé par le budget de l'État. Donc, à partir des revenus issus de l'exploitation des ressources naturelles. Aujourd'hui, dans la plupart de nos pays, c'est le pétrole qui finance en très grande partie la vie nationale. Et le pétrole ainsi contribue aussi au renouvellement des ressources comme la forêt, et ainsi de suite. C'est pourquoi, à notre niveau, il est apparu toujours très difficile de savoir
comment assurer une répartition équitable du revenu des ressources forestières avec les communautés. Avec les communautés, on ne sait pas, on n'a jamais appris cette équation, et on n'a jamais su comment faire, et nous sommes restés sur le fait que c'est l'État qui a l'obligation de faire face à qui. Nous savons également qu'il y a d'autres expériences qui se mènent auprès des communautés, mais les bénéficiaires ne sont pas forcément les communautés, on le sait très bien. Et il vaut mieux éviter de recommencer des erreurs de cette nature si l'on veut établir une certaine équité sociale et de bons rapports entre les pouvoirs publics, les entreprises et la société civile. Alors, donc nous considérons que l'Afrique centrale s'est engagée dans une bonne voie, dans une très bonne voie de gestion durable de ses forêts. Et les efforts qui ont été fournis l'ont été grâce à un partenariat dynamique public-privé. Et c'est les entreprises qui financent les plans d'aménagement, disons, sur la base des normes établies par les États, par les gouvernements. Lorsque REC+ est tombé, nous avons été très curieux de savoir c'était quoi. De quelles recettes qui venaient à nous, alors que nous sommes bien avancés dans ce que nous faisons. Est-ce qu'on nous reproche de mal gérer nos forêts telles que nous faisons aujourd'hui avec l'aménagement forestier durable et la certification forestière? La certification forestière, mesdames et messieurs, j'estime que c'est une forme très avancée, peut-être la plus avancée sur le plan pratique, donc sur le terrain déjà, vérifié de la gestion durable des forêts. Donc, on ne parle pas de zéro. Mais les efforts investis dans ce type de gestion ne sont pas pris en compte. J'ai l'impression que ce qui est produit comme résultat ressemble un peu aux besoins que l'on a déjà satisfaits. Vous voyez, quand vous avez satisfait un besoin, il cesse d'être motivant. Quand vous allez manger à midi, je suis sûr que après vous abandonnerez ce que vous avez avalé pour penser à une autre nourriture, n'est-ce pas? Alors, donc faisons de sorte qu'on avance avec l'esprit de suite et qu'on sache quelles sont les expériences positives aujourd'hui en matière de gestion durable des forêts dans le monde. Elles existent, il faut les encourager, il faut les soutenir. Nous avons fait un plan de convergence en 2005 pour 10 ans. Donc, ça fait quoi? 7 ans déjà? Il reste 3 ans. Il fallait un fonds de départ de 2 milliards de dollars pour financer les actions pilotes, les actions de base. 2 milliards de dollars, on n'arrive pas à les avoir 7 ans plus tard. Il n'y en a pas. On a eu 200 millions de dollars que la Norvège et la Grande-Bretagne ont mis dans le plateau et plus personne n'a suivi. Et on a dit qu'il y a également un peu de bureaucratie administrative au sein de la Banque africaine de développement qui n'a pas permis aussi de sortir dans les délais les fonds qui auraient pu attirer d'autres fonds. Mais enfin, nous travaillons à corriger ce type de dérapage. Sinon, nous allons perdre confiance entre nous et chacun va travailler de son côté. L'argent n'est pas fait pour être thésaurisé ou pour produire des intérêts pour les organismes qui en ont l'administration, mais c'est fait pour aller sur le terrain, financer des projets et obtenir des résultats. Et nous devons nous évaluer. L'évaluation est nécessaire. Voilà donc que je disais, plus tombe et nous disons, c'est quoi ça? On était tout curieux. Puis bon, on nous dit de ces réductions des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière, et il faut donc que tout le monde se mette en rang, en ordre rangé, derrière ce processus.
Bien, ça vient de Bali. Puis après, on a commencé à en parler à Copenhague. Vous voyez que c'est une expérimentation en cours. C'est un processus qui démarre. Et c'est bien que dans cette salle, on ait les concepteurs, mais aussi les utilisateurs de techniques et les bénéficiaires peut-être des ressources de demain. Au niveau de la conception, ça a balbutié. On se rend compte que ça commence à avancer. On commence à faire passer les idées. On commence à se partager certaines notions, y compris des procédures. C'est une très bonne chose. Mais c'est une expérience. Qu'est-ce qu'on doit dire de sa finalité? Quels seront les résultats de cette expérience? Pour l'instant, c'est l'incertitude, mais ne rejetons pas ce qui est acquis. Les acquis en matière de gestion forestière existent, il faut les encourager, il faut les soutenir.